il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec des dirigeants qui sont ambitieux, compétitifs et surconfiants. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir à tous les niveaux de toutes les entreprises des gens qui sont ambitieux, compétitifs et surconfiants? J'en suis pas certain du tout. Je m'appelle Olivier Sibony, je suis professeur à HEC Paris, et mon dernier livre s'appelle « La diversité n'est pas ce que vous croyez ». En général, le sens le plus fréquent qu'on lui donne, c'est une mesure de diversité démographique. Donc si on a des femmes et des hommes, si on a des jeunes et des vieux, si on a des noirs et des blancs, etc., c'est qu'on a plus de diversité que si on a des gens qui se ressemblent tous. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que souvent, quand on parle des bénéfices de la diversité, on parle des bénéfices de la diversité cognitive, c'est-à-dire de la diversité d'idées. Et c'est pas du tout la même chose d'avoir une diversité démographique et d'avoir une diversité cognitive. L'un peut conduire à l'autre, ou pas, selon le sujet. D'abord, il faut aller chercher les types de diversité qui sont a priori des précurseurs de diversité cognitive. Par exemple, c'est évident, mais disons-le quand même, une diversité de formation. Si quand vous faites travailler ensemble des ingénieurs, des commerciaux, des financiers, des littéraires, etc., vous allez avoir a priori des idées plus différentes que quand vous avez des gens qui ont tous la même formation. Bon. Ensuite, il faut que ces idées s'expriment. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez créé un climat dans une équipe où les gens qui ont une idée différente ne vont pas se dire « je suis dans la minorité ici, je ferais mieux de me taire ». Et enfin, il faut qu'une fois que vous avez entendu des idées différentes, vous en teniez compte. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des dirigeants qui écoutent, qui aient l'humilité de se dire que ce n'est pas forcément eux qui ont la bonne idée, mais que quelquefois l'idée originale, l'idée différente, l'idée latérale mérite d'être étudiée. Quand on demande aux entreprises françaises si elles prennent la diversité au sérieux, la réponse est oui. Elles ont presque toutes des gens qui en sont responsables, elles ont des programmes, elles ont des initiatives, elles ont signé des chartes, elles en parlent, elles font des choses. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on regarde les résultats. Alors la plus facile des diversités démographiques à mesurer, c'est la parité, la diversité de genre. Et quand on regarde la diversité de genre au sommet des entreprises, on a encore un nombre de femmes dans le top management des entreprises qui est extraordinairement faible. On est autour de 10% des PDG, on est autour de 20-25% dans les comités exécutifs. Si vous avez dans votre entreprise 50% de femmes à l'entrée et 10% au sommet, ça veut dire que les critères sur lesquels vous avez choisi les hommes qui sont au sommet de votre entreprise ne sont pas des critères méritocratiques, ça veut dire que vos critères ne sont pas les bons. Et si vos critères ne sont pas les bons, ça veut dire que vos dirigeants, en dehors du fait dommageable que ce sont uniquement des hommes, ne sont en plus probablement pas les meilleurs. Je crois que ce qui empêche une vraie méritocratie d'apparaître dans les entreprises, c'est qu'on a une idée du leadership qui est une idée un petit peu abstraite, un petit peu mythologique quelquefois. C'est-à-dire qu'on imagine des leaders comme des espèces de surhommes, notez bien que je dis surhommes, pas surfemmes, et on essaye de trouver des gens qui vont se rapprocher de cette idée, de ce stéréotype, de ce modèle idéal du leadership. Chaque fois que je demande à quelqu'un en ce moment, par exemple, citez-moi un grand leader du business, le premier nom qui leur vient, c'est Elon Musk. Alors il peut y en avoir plusieurs, mais c'est toujours des modèles qui partagent un certain nombre de caractéristiques. D'abord, c'est tous des hommes, manifestement. Mais c'est pas n'importe quels hommes. C'est des hommes qui sont agressifs, qui sont compétitifs, qui aiment prendre des risques, qui ont une très haute idée d'eux-mêmes, qui sont ambitieux. Et donc, si on arrive à définir le leadership d'une manière plus précise, à choisir nos leaders à chaque étape de la promotion dans une carrière, sur des critères qui ne soient pas « est-ce que ce leader ressemble à l'idée que je me fais d'un grand leader ?» mais sur des critères aussi précis et aussi pertinents que possible, alors on aura une sélection plus méritocratique, et parce qu'elle sera plus méritocratique, on aura des résultats qui seront meilleurs en termes de diversité. Je vais prendre un exemple. Regardez quand on fait un appel à candidature dans une entreprise. Tous les dirigeants vous diront c'est embêtant parce que chaque fois que je fais ça, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont candidats. Même d'ailleurs quand ils n'ont pas toutes les qualités requises pour le poste, alors que pourtant les femmes, même quand elles ont toutes les qualités requises et même plus, elles ne se portent pas candidates. Ça montre bien qu'elles n'ont pas de potentiel de leadership, ou en tout cas elles n'ont pas d'ambition, et donc on n'y peut rien. Hein. Et en fait, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on cherche quand on demande aux gens de lever leurs mains et de dire « je suis candidat » On cherche des gens
qui sont ambitieux, c'est-à-dire qui étaient déjà dans le poste précédent en train de se demander comment ils allaient avoir le poste suivant. On cherche des gens qui sont prêts à se déclarer, qui sont prêts à faire acte de candidature ouvertement, et donc à dire à tous leurs collègues, à tous leurs pairs d'aujourd'hui, « moi je vaux mieux que vous ». Donc des gens qui sont concurrentiels, qui sont compétitifs. Et enfin, quand on demande aux gens de dire s'ils ont eux-mêmes les compétences pour le poste, par construction, on cherche des gens qui pensent qu'ils ont les compétences, et non pas des gens qui ont les compétences. On a un processus, vous voyez, dans cette pratique qu'on ne remet jamais en question, enfin qui semble une évidence à beaucoup d'entreprises, on a câblé en dur une sélection de gens qui sont ambitieux, compétitifs et surconfiants. Il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec des dirigeants qui sont ambitieux, compétitifs et surconfiants. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir à tous les niveaux de toutes les entreprises des gens qui sont ambitieux, compétitifs et surconfiants? J'en suis pas certain du tout. Faire disparaître les stéréotypes, c'est une noble ambition qui malheureusement me semble un petit peu trop ambitieuse. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, dans nos entreprises, aujourd'hui, d'avoir des processus de décision et des processus de sélection qui sont moins influencés par les stéréotypes en question. Je vous donne un exemple. Quand vous allez sur un campus et que vous recrutez des candidates et des candidats pour un poste donné, il s'avère que les femmes sont un petit peu moins bien payées que les hommes dès la sortie de l'école. À quoi tient cette différence? Elle tient au fait que les femmes ne négocient pas leur salaire aussi souvent ou aussi efficacement que les hommes. Voilà quelque chose qui est purement le résultat d'un stéréotype. Pourquoi? Parce que l'un des stéréotypes, le cœur d'ailleurs de beaucoup de stéréotypes de genre, c'est que les femmes doivent être gentilles, doivent être sympathiques, doivent être aimables, doivent se plier aux conditions autour d'elles, doivent assurer l'harmonie. Les hommes, en revanche, ne doivent pas avoir peur du conflit et donc ne doivent pas avoir peur de négocier. Un homme qui négocie ne fait que son travail, une femme qui négocie est perçue comme une enquiquineuse. On peut déplorer ce stéréotype, je le déplore, mais il existe depuis très longtemps et il est assez compliqué à changer. En revanche, il y a une chose qu'on peut faire, que n'importe quelle entreprise peut faire, c'est dire les salaires d'entrée, ils ne sont pas négociables. Dans cet exemple, en fait, vous voyez la différence entre essayer de changer les mentalités et changer le processus pour que les stéréotypes n'aient plus de prise sur le résultat. Si vous changez le processus, vous aurez des résultats tout de suite. Comme vous aurez des résultats tout de suite, vous aurez des femmes qui seront aussi bien payées que les hommes, et à force de voir des femmes aussi bien payées que les hommes, les stéréotypes finiront par changer. L'idée des CV anonymes, c'était de dire je vais éliminer du CV au moment où je le présélectionne tout ce qui pourrait m'indiquer que j'ai affaire à quelqu'un qui vient de telle ou de telle banlieue, qui a un nom à consonance étrangère, etc. Paradoxalement, les expériences qui ont été faites là-dessus ont montré que ça n'améliorait pas la diversité, au contraire. Pourquoi? Parce que les entreprises qui se sont prêtées à ce jeu étaient des entreprises qui avaient déjà une politique de diversité et qui, en fait, par l'analyse au cas par cas, étaient en fait en mesure d'éviter de défavoriser les personnes issues de la diversité, voire de leur donner un petit coup de pouce. Donc paradoxalement, le fait de masquer tout ce qui, en théorie, ne devrait pas avoir d'influence dans un CV, n'a pas toujours un impact positif. Là où, en revanche, on peut améliorer un petit peu le processus de présélection, on peut enlever les choses qui n'ont, en fait, rien à faire dans un CV. L'exemple le plus frappant, c'est les hobbies. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir que vous jouez au golf pour vous recruter? En fait, il n'y a aucune bonne raison. La seule bonne raison, c'est que ça va permettre d'avoir une politique de reproduction sociale aussi parfaite que possible. C'est-à-dire que si vous jouez au golf comme moi, de préférence dans le même club que moi, et de préférence avec un handicap pas trop meilleur que le mien, parce que quand même, il ne faudrait pas que vous jouiez au golf mieux que moi, et ben vous êtes exactement le collaborateur dont je rêve, c'est formidable. Et si on a ce genre de choses dans un CV, on va très explicitement et très intentionnellement favoriser un recrutement de gens qui se ressemblent et qui donc s'assemblent, mais qui se ressemblent, s'assemblent, qui se ressemblent ne crée pas beaucoup de diversité. Je n'ai pas vu d'entreprise encore qui m'ait dit « Non, je ne veux pas changer mes process pour avoir plus de diversité, tout en étant plus méritocratique et en recrutant et en choisissant des gens qui sont meilleurs. » Personne ne me dit que c'est une mauvaise idée. Est-ce que c'est facile? Non, c'est difficile. Est-ce qu'on va trouver du premier coup?
Pas forcément, il faut expérimenter. Si on rentre dans une démarche d'expérimentation où on se dit « j'en essaye, je vois ce qui marche, j'arrête ce qui marche pas et je continue ce qui marche », eh ben on va progresser.